Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Ouverture ce samedi du 16e sommet de la francophonie à Antananarive. Le président Macky Sall y a pris part. Dans son discours, il a évoqué les défis sécuritaires et environnementaux qui interpellent la communauté francophone. Ces dernières semaines, l'actualité a été fortement secouée par des meurtres en série au Sénégal, ce qui a suscité l'indignation générale. Quelle explication à ce phénomène? La réflexion est posée dans le dossier du jour. Dans l'actualité également, le décès de Fidel Castro, le père de la révolution cubaine, s'est éteint à la Havane à l'âge de 90 ans. Des réactions sur son legs dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Tout de suite, direction Antananarive, où le chef de l'État, Macky Sall, a pris part ce samedi à l'ouverture du 16e sommet de la francophonie. Dans son allocution, le président Macky Sall a mis l'accent sur les défis auxquels la communauté francophone devrait faire face. Il s'agit notamment de la question sécuritaire, la promotion de la démocratie et des droits humains, ou encore la protection de l'environnement. Envoyé spécial Oumar Nying. Après le rendez-vous manqué de 2010, Madagascar tient enfin son sommet. Dans cette mobilisation de la communauté francophone, le Sénégal vient avec le témoin. Il y a 2 ans, se tenait à Dakar le 15e sommet de la francophonie sous le thème « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». La Grande Île nous reçoit aujourd'hui et nous propose de disserter sur la croissance partagée et le développement responsable comme condition de la stabilité du monde et de l'espace francophone. La déclaration d'Antananarive, en installant le concept de croissance partagée, promeut un nouveau mode de développement et un nouvel équilibre des relations économiques. Seulement dans l'espace francophone, il y a d'autres défis. Notre organisation, nous devons lui donner, et Macky Sall y est revenu, une dimension économique, technologique. C'est vrai, le chef de l'État, président en exercice du sommet, a mis le doigt sur des défis au premier rang desquels le développement. Au sommet de Dakar, nous avons adopté une stratégie économique de la francophonie, visant à faire de l'espace francophone un cadre plus dynamique d'échange, d'investissement et de coopération et de solidarité. La paix et la sécurité constituent un autre enjeu tout aussi sérieux qui doit mobiliser le groupe des pays francophones. Le groupe francophone devrait donc mieux se faire entendre sur les discussions relatives au mandat, aux conditions de déploiement et à l'équipement des missions de paix. C'est dans cet esprit que le Sénégal a organisé le 7 novembre dernier, au titre de sa présidence du Conseil de sécurité, un débat sur la thématique des opérations de paix face aux menaces asymétriques, auxquelles 58 participants ont pris part, dont notre secrétaire général. Le 3e forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, les 5 et 6 décembre prochains, abordera aussi cette problématique d'actualité. Mais il y a aussi une autre priorité qui touche la francophonie. Elle a trait à la promotion de la démocratie et des droits humains. Avec en toile de fond la Cour pénale internationale. Là-dessus, le président Macky Sall rappelle une position de principe. Notre organisation restera attachée à la préservation de la Cour pénale internationale. En même temps, il est important de rappeler que la justice pénale internationale ne peut véritablement remplir sa vocation universelle, être crédible et emporter l'adhésion de tous que si elle observe dans sa pratique les principes d'objectivité, de non-sélectivité et d'impartialité.
Le chef de l'État n'oublie pas la sauvegarde de l'environnement. Les avancées notées au COP 21 et 22 ont été saluées. En définitive, son discours résume l'ensemble des préoccupations de l'espace francophone. Au moment de passer le relais, il reçoit une marque de satisfaction à la dimension du travail qu'il a abattu à la présidence du sommet. Je voudrais saluer son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et président du 15e sommet de la francophonie, qui, 2 ans durant, a œuvré avec abnégation et efficacité pour faire avancer les différents programmes autour desquels nous sommes mobilisés. Nous restons à Antananarive. Dans son discours, le président de la République Macky Sall a également évoqué l'état de droit et le rôle de la Cour pénale internationale. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux. Nous sommes pour la justice internationale, la justice pénale internationale. Vous savez, le Sénégal est le premier État au monde qui a ratifié le traité de Rome sur la Cour pénale internationale. Mais la Cour doit faire des efforts elle-même. C'est-à-dire que nous la défendrons, nous la protégerons, mais il faut qu'elle se batte contre la perception qu'elle a une sélectivité dans les dossiers. Je ne dis pas que c'est le cas, qu'elle ne juge que des Africains. C'est ça la question. Alors si une Cour pénale internationale ne juge que des dossiers africains, elle n'est plus internationale. Elle doit être une Cour pénale africaine. Alors ça, évidemment, si ça doit s'imposer comme perception, évidemment, elle va perdre le caractère universel. Mais nous devons travailler aussi entre Africains pour préserver la CPI et rassurer certains pays qui pensent peut-être qu'il y a des efforts à faire. Donc il faut maintenir le dialogue entre la CPI et les pays africains. Et au sein de l'Union africaine, moi je plaide pour que nous travaillions ensemble à dissiper les appréhensions et que tous les pays déjà membres puissent rester au sein de la Jusqu'ici, c'est le chef de l'État Macky Sall qui présidait le sommet après la 15e édition qui a eu lieu à Dakar il y a 2 ans. Le président de la République a passé donc le témoin à son homologue malgache qui va assurer chez la présidence jusqu'au prochain sommet de la francophonie. Lors de la cérémonie, le président malgache a rendu hommage au président Macky Sall dont le leadership a pesé sur la marche de la communauté francophone. Nous retrouvons notre envoyé spécial à Antananarive, Omar Nyinga. Dans la salle des plénières, un leadership s'exprime avec un président Macky Sall qui consulte, écoute et discute avant le moment tant attendu. C'est avec un très grand plaisir que je transmets maintenant les pouvoirs de la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage à la République de Madagascar. Monsieur le Président de la République, vous avez à la fois la présidence et la parole. Le président malgache prend donc officiellement le relais avec une motion de félicitations et un hommage appuyé à l'endroit de son prédécesseur, le président Macky Sall. Avec votre dynamisme et votre leadership, Monsieur le Président, vous avez su amener la présidence du sommet de la francophonie avec optimisme et la fierté d'être un francophone. Chers frères, je voudrais saisir cet instant solennel pour vous féliciter pour les 2 années que vous avez passées à la présidence du sommet de la francophonie. Vous avez accompli un travail remarquable, ainsi qu'en témoigne l'agenda fort chargé du 15e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Dakar au Sénégal en 2014. Sans être exhaustif, permettez-moi de citer à cet égard l'adoption du cadre stratégique de la francophonie pour la période 2015-2022, l'adoption aussi de la stratégie économique pour la francophonie, ainsi que l'adoption de la stratégie jeunesse pour la francophonie. Le président de la République a félicité son homologue malgache pour la parfaite organisation du sommet.
Il a également réitéré ses remerciements aux chefs d'État et de gouvernement qui lui ont fait confiance pendant son mandat. Un grand merci également à Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale de l'OIF, pour la dynamique et parfaite collaboration que nous avons eue pendant ces 2 dernières années. En marge de ce sommet, le président de la République Macky Sall a réagi suite au décès de Fidel Castro. Il a salué son action et présenté par la même occasion ses condoléances au peuple cubain. Le président Macky Sall au micro de nos envoyés spéciaux. Je voudrais exprimer ma solidarité au peuple cubain. Fidel Castro a été un des leaders du monde de ce XXe siècle déjà et du début du XXIe siècle. Personnellement, je ne l'ai pas connu, mais je pense qu'il a incarné une politique de rupture par rapport à l'ordre ancien. Et de ce point de vue, je respecte son action en tant que commandante de la révolution cubaine. Maintenant, je présente mes condoléances au président Raúl Castro, au peuple cubain également, à l'occasion de cette disparition. Le président Fidel Castro est donc décédé ce samedi. 9 jours de deuil national ont été décrétés à Cuba. Retour sur son parcours avec Seydina Alunfal. Commandant en chef de la révolution cubaine, Fidel Castro est décédé vendredi soir. Fidel Castro avait abandonné en 2011 ses dernières responsabilités officielles en cédant son poste de premier secrétaire du Parti communiste de Cuba à Raúl, son frère. Sa disparition tourne définitivement la page de la guerre froide qui a mené le monde au bord du conflit nucléaire lors de la crise des missiles d'octobre 1962. Fidel Castro a tenu son île d'une main de fer depuis la révolution de 1959 et défié les États-Unis pendant plus d'un demi-siècle. C'est une figure emblématique, mais je dirais même une icône mondiale. Parce que Fidel a eu faire du plan politique une chose extraordinaire. Avec la révolution cubaine, il a tenu bon jusqu'à sa mort. Tout le monde sait que Cuba était sous embargo pendant 53 ans, mais malgré tout, Cuba a supporté et tout. Avant sa mort, ils se sont réconciliés avec les États-Unis, avec la France et avec tout l'Occident. Donc c'est devant Fidel. Professeur Anna Gueye a visité plusieurs fois l'île dans les années 70. Sa thèse, elle l'a soutenue sur Cuba. Étudiante, elle a rencontré Fidel Castro. Il passait dans la rue, je l'ai ailé, j'étais avec une amie. Je fais un coucou au passage à Ousseynou. J'étais avec une amie et on l'a appelé, on l'a ailé, il s'est arrêté. On est allé vers lui, on s'est présenté, que nous étions une délégation venant du Sénégal. Il nous a fait la bise, il nous a souhaité la bienvenue et il est reparti. Donc il y avait ce qui m'a beaucoup plu chez lui, c'est cette simplicité et cette facilité de contact. Il a eu des objectifs bien déterminés, bien fixes, bien clairs, parmi lesquels il y avait la question économique qui était fondamentale, évidemment, mais il y avait aussi la question de l'éducation. Et donc la question de l'éducation a été quelque chose de fondamental dans la vision de Fidel Castro, ce qui a donné le résultat suivant à Cuba, c'est que le taux d'analphabétisme est parmi les plus bas au monde. Donc un jeune Cubain, un enfant cubain est déjà lettré. Il avait cédé le pouvoir à son frère Raúl à partir de 2006 après une hémorragie intestinale. 9 jours de deuil national ont été décrétés à Cuba. Les funérailles du père de la Révolution auront lieu le 4 décembre à Santiago de Cuba. Nous repartons à Antananarive en marge du sommet de la francophonie. Le chef de l'État, Macky Sall, a reçu le président de la Confédération suisse. L'entretien a porté sur le partenariat entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Le président de la Confédération suisse est au micro de notre envoyé spécial Oumar Nying. Ce partenariat est un partenariat très constructif et on a abordé plusieurs aspects. Par exemple, la formation professionnelle, on a abordé de nouveau, c'était pas la première fois, comment la Suisse crée des places d'apprentissage pour les jeunes. Et le Sénégal a de
de pareils défis. Et pour trouver des solutions, on compare, on essaye de comprendre les atouts et les inconvénients. On ne peut pas copier, mais on peut discuter, on peut s'expliquer. Après, c'est l'expérience sur place qui compte. C'était un des aspects importants. À Antananarive, toujours, le président Macky Sall a également reçu le ministre de la Fédération de Wallonie à Bruxelles. Il dit beaucoup apprécier l'islam tel qu'il est pratiqué au Sénégal, une approche qui constitue un cas d'école. Nous l'écoutons au micro de Oumar Nying. Nous avons reparlé des valeurs de la francophonie. On s'est dit c'est pas seulement la langue, c'est aussi notre attitude par rapport à des situations. La Belgique francophone a été, comme l'Union européenne, secouée par des actes violents, radicaux. On sait que le Sénégal a, quant à lui, une approche qui est une approche du phénomène religieux qui est liée à des fraternités, à des confréries locales avec un ancrage qui nous intéresse en tant que cas d'école. Donc cette forme d'apaisement par une religion plus humaine, plus proche des gens, plus modérée, ça nous donne des choses à connaître. Marge du sommet de la francophonie, toujours, le président de la République a reçu l'assistant du président égyptien Ibrahim Malilab, une nouvelle fois a magnifié la coopération bilatérale. Il s'est dit fier des avancées notées au Sénégal sous l'impulsion du président de la République Macky Sall. Nous parlons dans notre sommet, cette fois-ci en Guinée équatoriale. Le président du Sud-Soudan, attendu à Dakar en décembre prochain, et ce qu'il a révélé, c'est que donc a révélé le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne en marge du sommet afro-arabe tenu à Malabo en Guinée équatoriale. Le Premier ministre sénégalais lui a transmis à l'occasion un message de son homologue sénégalais à Macky Sall. Nous écoutons le Premier ministre. Le Sénégal, fidèle à sa tradition, a encore fait preuve d'une bonne politique en matière de diplomatie. À Malabo encore, le Sénégal s'est illustré à travers une belle représentation. Une délégation riche de diplomates expérimentés, dirigée par le Premier ministre, a pris part aux travaux. Dans cette délégation figurait également le ministre d'État Mbaye Ndiaye. 3 jours de rencontres marqués par une réunion des ministres et experts sanctionnés par un sommet qui a réuni plus d'une 60aine de pays africains et arabes. Mohamed Boun Abdallah Dionne a, au nom du Sénégal et du président de la République, exprimé la volonté du Sénégal de toujours œuvrer pour un monde de paix, un monde sécurisé, un monde solidaire, notamment dans les relations entre l'Afrique et le monde arabe. L'Afrique et le monde arabe sont confrontés depuis un moment à des crises en matière de sécurité liées au terrorisme et à l'extrémisme violent. Les chefs d'État qui se sont réunis aujourd'hui ont identifié ces difficultés pour bâtir sur le long terme le développement sans sécurité, ce qui est impossible. D'où des mesures prioritaires qui ont été définies en matière également de coopération entre les différents États pour justement assurer ce premier palier, j'allais dire cette première exigence pour aller vers le développement et vers l'émergence, comme nous disons, au Sénégal. À Malabo, il s'agissait surtout de discuter de paix et d'économie durable, de coopération économique et surtout de la question de l'emploi des jeunes Africains. Un phénomène accentué par l'immigration non organisée, un fléau africain à freiner. Le sommet se tient à un moment où plusieurs jeunes Africains et plusieurs jeunes du monde arabe périssent malheureusement dans la Méditerranée. Pourquoi? Parce que nos économies, nos pays ne sont pas encore suffisamment résilients. Nos économies, nos pays ont besoin encore de travailler davantage leur processus de transformation structurelle, de faire davantage de croissance, mais de croissance inclusive, une croissance bâtie autour de l'essentiel qui reste l'emploi. L'emploi parce que pour aller vers
le développement, il nous faut également créer de l'emploi. Une économie qui ne crée pas assez d'emplois est une économie qui ne peut pas se développer parce que le développement doit être avant tout centré autour de l'homme. Il faut donner du revenu aux populations et cela a été identifié comme également une contrainte forte. L'immigration clandestine. Le président Mohamed Abdel Aziz de la Mauritanie, nouveau président pour l'Afrique du cadre, a plaidé pour la mise en place de mécanismes forts pour l'éradiquer. Président du Tchad, co-président du sommet, Idriss Déby a relevé que les discours sont là, mais les résultats sont loin des attentes 40 ans après le premier sommet du Caire. Voilà, il s'agissait plutôt de la synthèse des travaux du 4e sommet afro-arabe tenu à Malabo en Guinée équatoriale avec notre envoyé spécial Mama Moussagnan. Nous allons à présent écouter le Premier ministre sur l'arrivée probable du président du Soudan à Dakar en décembre prochain. Il est au micro de notre envoyé spécial Mama Moussagnan. Je garde la primeur au président de la République, mais il s'agissait avant tout de parler également de paix dans la sous-région de l'Afrique de l'Est et il souhaitait également l'implication du président de la République justement dans ses efforts pour consolider la paix partout en Afrique. J'ai saisi également l'opportunité pour lui réitérer l'invitation que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, lui avait déjà transmise concernant la tenue prochaine du sommet à Dakar du Forum en début décembre sur la sécurité. Invitation qu'il a acceptée et très prochainement nous pensons avoir l'honneur et le plaisir de le recevoir à Dakar. Tout autre chose à présent, le projet d'appui à la sécurité alimentaire a visité ses réalisations dans la région de Kaffrine. Plusieurs bas-fonds destinés à servir de réceptacle d'eau pluviale ont été construits dans la région. L'objectif est de permettre à la zone de pratiquer la riziculture et le maraîchage durant toute l'année. Le point est avec Damsila. Dans sa volonté de transformer le bassin arachidier en véritable bassin agricole, le PASA Lumacaf a réalisé de nombreux ouvrages dans la région de Kaffrine. À Louba, Passing-Diallah, comme dans d'autres localités de la région, des barrages sont construits pour développer la riziculture irriguée par la maîtrise des eaux de surface. L'objectif fixé par le PRACAS à la région de Kaffrine est de 5 000 hectares. Donc vous voyez que nous sommes presque à 95% des objectifs d'emblavure, avec des rendements qui tourneront cette année autour de 2,5 tonnes ou 2,9 tonnes, avec des pics de 3 tonnes à certains endroits dans la zone de Dessalé-Escale, aussi sur la commune de Yamagadio. Donc une fois que tout cela est mis en place, nous avons déjà atteint les objectifs en termes d'emblavure, les objectifs en termes de production. L'autre aspect aussi le plus important, c'est atteindre les objectifs en termes de diminution des pertes post-récolte. À cet effet aussi, nous avons mis en place plusieurs types de matériel. Des maçonneuses, des batteuses ont été mis en place. Avec les bas-fonds destinés à servir de réceptacle d'eau pluviale, il est maintenant possible de pratiquer toutes sortes de cultures dans la région de Kaffrine. Aujourd'hui, grâce aux réalisations de PASA Lumacaf, le riz local dénommé riz Ndoukoumane est commercialisé et son autosuffisance bientôt atteinte. Le label riz Ndoukoumane que le PASA est en train de propulser dans la région de Kaffrine, et dit que c'est le label riz Ndoukoumane, ce n'est pas uniquement un jeu de mots, mais c'est une réalité dans la région de Kaffrine. Avec l'avènement du PASA, ça fait déjà 2 années. Et je pense que cette année, nous sommes un peu plus de 1500 hectares et puis avec plus de 3000 tonnes de paddy qui seront produits. Dans certains sites, les gens ont consommé les paddy plus de 5 mois. Cette année, nous allons aller plus de 7 mois et je pense que l'année prochaine, nous allons atteindre presque 10 mois. Le PASA Lumacaf ne se limite pas simplement à accompagner les populations de Kaffrine dans la pratique de la riziculture et du maraîchage. Il les appuie également dans le domaine de l'élevage pour l'atteinte de l'autosuffisance en viande. Des initiatives bien appréciées par les autorités de la région. Nous sortons de cette tournée très satisfaits par rapport aux réalisations effectuées sur le terrain et par rapport aux objectifs que le PASA est en train d'atteindre sur le terrain, ce qui concerne la contribution au plan Sénégal, à la réalisation du plan Sénégal émergent, mais également à la contribution à l'atteinte des objectifs en ce qui concerne l'autosuffisance en riz et l'autosuffisance en mouton. Le projet d'appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine vise l'accroissement de la productivité agricole dans ces 3 régions.
Environ 400 000 habitants de ces 3 localités vont bénéficier des retombées de ce projet à travers l'aménagement des bas-fonds, la mise en place de fermes et les activités d'élevage. Place à notre dossier du jour. Vous le savez, ces derniers temps, l'actualité a été fortement marquée par des meurtres en série, ce qui a suscité l'indignation générale. Qu'est-ce qui explique une telle situation? Élément de réponse dans ce dossier signé Ibrahim Ndong. Le triptyque de la terreur. Vol à l'arraché, agression, meurtre. Des mots qui défraient la chronique et lisibles à la une de tous les journaux, ou presque. En l'espace de 2 mois, plus de 12 cas de meurtre ont été enregistrés. Une fréquence qui a fini d'installer la peur et l'émoi. L'assassinat de Fatoumata Matar Ndiaye semble être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il est vrai que l'insécurité a toujours existé à l'état latent, mais pas dans les proportions que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'auparavant, tout le monde était exposé au phénomène suivant, vous, moi, d'être agressé à un coin de rue par un malfaiteur. Mais ils se contentaient de chipper notre portefeuille et de nous laisser la vie sauve. Maintenant, c'est rarement le cas. En plus de leur forfait, des voleurs ou agresseurs n'hésitent pas à tuer leurs victimes. C'est simplement parce que pendant des décennies avant les indépendances, il y avait des règles sociales, il y avait une éducation, etc., qui cadraient avec l'époque, l'environnement, la société. Depuis les indépendances, malheureusement, tout cela s'est déstructuré. Aujourd'hui, on assiste à une urbanisation galopante, doublée d'un manque de repères, le tout couronné par une perte de valeur. Il y avait une sorte d'égalitarisme au niveau, ma foi, des localités de l'époque, les villages, etc., dans les familles, etc., etc. Bon, donc, cet esprit a complètement disparu. L'individu maintenant est là. Et sa grande préoccupation, c'est comment s'enrichir vite, comment jouir de tous les biens que lui procure le monde moderne. Tout le monde veut rapidement arriver à satisfaire ses besoins et ses envies, surtout les envies. Pourtant, le regard dans le rétroviseur nous permet d'avoir une idée sur les prémices de cette situation. Nous sommes le mois de mai de cette année, à la cité Faya, Golfe Sud. Ce jeune était victime d'une agression. Lorsque nous sommes entrés dans le car rapide, je me suis juste assis à l'entrée. À un moment donné, 2 passagers se sont levés et ont brandi des couteaux. Ils ont ensuite dépouillé tous les passagers de leurs biens. Lorsque j'ai su qu'ils allaient nous poignarder, j'ai attaqué celui qui était devant la porte. C'est ainsi que nous sommes tombés et j'ai eu la jambe cassée. Parmi les motifs d'explication servis ça et là, la pauvreté. La pauvreté est un facteur criminogène. Que vous allez aux États-Unis, que vous allez en Afrique du Sud, c'est les quartiers populaires, les quartiers supposés être pauvres, qui cristallisent le plus de criminalité. Et ça, c'est évident, parce que si vous êtes dans une situation de manque total, de désœuvrement, si vous êtes privé du minimum social et également des chances de réussite. Le chauffeur de taxi qui a été abattu à bout portant a complètement démenti les droits de l'hommiste qui ont l'habitude de tenter de faire croire aux gens « Oui, l'insécurité c'est lié à la pauvreté, au chômage ». Mais celui qui l'a abattu, il était à bord d'une Mercedes dernier cri. Il est dans l'import-export. Il a beaucoup de magasins. C'est un millionnaire, c'est pas un pauvre. Et il a tué. Mais pour la plupart des citoyens, la seule solution pour faire face à ce phénomène est tout simplement le rétablissement de la peine de mort. Avec l'insécurité qu'on constate aujourd'hui, il est impératif de ramener la peine de mort. Pour moi, c'est la seule solution pour juguler le phénomène de l'insécurité. La seule chose qui importe pour moi est de rétablir la peine de mort.
la peine de mort n'a jamais été une solution par rapport à une recrudescence de la criminalité ou une diminution de la criminalité. Nous avons fait des études, nous l'avons toujours démontré, et nous avons surtout dit que l'état actuel, aussi bien de la Constitution sénégalaise que des conventions internationales ratifiées par le Sénégal, ne lui permettent plus d'instaurer ou de maintenir la peine de mort dans son corpus législatif. Pour rappel, la peine capitale a été abrogée au Sénégal en 2004. Précision, même si elle est abolie, la perpétuité existe toujours au Sénégal. Question, faut-il rétablir la peine de mort? À vous de juger. Voilà pour le dossier du jour qui s'interrogeait sur la série de meurtres enregistrés ces derniers temps au Sénégal. Le Centre africain d'études supérieures en gestion, CESAG, a organisé ce matin une cérémonie de remise de diplômes. Des dizaines de récipiendaires de différentes nationalités ont reçu leur parchemin. Le président directeur général de Cofina, Jean-Luc Conan, a été le parrain de la manifestation. Compte rendu d'Amsila. Cette cérémonie de remise de diplôme a réuni les étudiants de la 9e et 10e promotion à MBA IP. Le parchemin vient sanctionner des années de formation en gestion et management. Il permet sans doute aux récipiendaires d'être mieux outillés afin de mieux gérer une entreprise. Les diplômés, d'abord, qui rentrent au MBA-IP sont d'abord des professionnels qui ont une première formation académique, mais aussi une première expérience professionnelle. Donc ils viennent au CESAG pour avoir un complément de formation leur permettant d'être encore plus efficaces dans leurs organisations. Le Centre africain d'études supérieures en gestion CESAC, depuis sa création en 1985, ne cesse de participer à la formation des cadres et leaders du continent. Pour améliorer ses performances, il a noué un partenariat avec l'Université Paris-Dauphine. C'est une très grande fierté pour l'Université de la Sorbonne et pour ses partenaires de l'Université Paris-Dauphine d'apporter une pierre à ce programme, un programme qui est d'une très grande qualité. Le succès ne se dément pas. Et le parcours des diplômés témoigne effectivement de la rigueur de ce programme et de la rigueur du CESAC comme école partenaire. Les 9e et 10e promotions ont eu comparé M. Jean-Luc Conan, président directeur général de Cofina. Pour partager ses expériences avec les récipiendaires, il a animé une conférence sur le thème « Entrepreneur, intrapreneur, même objectif ». Pour moi, il est important, spécialement pour cette promotion, d'avoir une formation après avoir travaillé, parce qu'on a une meilleure capacité d'assimiler certaines choses. Il y a une maturité qui est là, qui n'est pas nécessairement présente dans les premiers cycles. Et donc je suis particulièrement heureux pour eux. Je leur ai donné quelques conseils par rapport à l'entrepreneuriat, qui étaient le respect, la rigueur, le service, la simplicité, l'innovation et la dernière, l'intégrité. Grâce à cette formation, cela m'a permis d'ouvrir ici un cabinet de conseil juridique. Et c'est avec plaisir que je voudrais bien aussi servir la population. Au pays aussi, je suis en collaboration avec des partenaires et je pense que cette formation que je viens d'avoir ici va me donner aussi l'occasion d'être encore performant au pays et partout en Afrique. Très heureux d'obtenir ce diplôme. L'heure est maintenant pour ces récipiendaires de pratiquer ce qu'ils ont longtemps théorisé. Diwan, c'est le titre de l'ouvrage de Mame Abdou Aziz Sy, traduit de l'arabe au français par le professeur Rawane Mbaye. Il comprend 3 parties consacrées au prophète Mohammed paix et salut sur lui, à la hiérarchie dans la voie tidjane et les directives pour les fidèles dans leur itinéraire vers Allah. L'ouvrage a été présenté ce matin. Compte rendu Ndeye Aïdeja. Diwan renferme tous les écrits de feu Mame Abdou Aziz Sy Dabakh durant ses 40 ans de khalifa. C'est le 2e ouvrage du 4e khalife général des Tidjanes, traduit par professeur Rawane Mbaye après Jawahir Mahani. Nous avons fait le collecte et la publication initiale de la version originelle en arabe et publiée en 2002. Mais depuis, nous avions pensé devoir entreprendre la traduction en français, ce que nous avons terminé il y a quelques années, durant lesquelles nous nous étions occupés de la traduction de Jawahirul Mani. Mais depuis que nous avons terminé et présenté ici dans cette salle même Jawahirul Mani en 2011, nous avons repris la traduction du Diwan. Nous l'avons achevé. Cette œuvre est dotée d'instruments de recherche pour saisir la portée de la pensée religieuse de Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh. Diwan comprend 3 parties.
El Hadji Abdou Aziz, c'est un homme de Dieu profondément mystique. Donc nous lui avons consacré un tome qui fait 1000 et quelques pages. C'est l'essentiel de son œuvre. Comme il était profondément tidjane, une autorité tidjane qui accepte la hiérarchie, il a consacré beaucoup d'ouvrages, beaucoup de poèmes à la Tidjaniya, depuis Cheikh Ahmed Tidjane, en passant par El Hadji Omar Foutiyou, les autorités tidjanes qui sont venues jusqu'à El Hadji Malick Sy, jusqu'à Seigne Babacar Sy. À chacun, il a consacré quelque chose. Et le dernier tome, c'est ce que nous avons intitulé Relations et exhortations. Comme il était gardien, il était berger, il se considérait comme étant un berger devant ses troupeaux. Il les surveillait de très près pour éviter qu'ils ne s'égarent ou qu'ils ne s'éloignent de l'objectif. C'est ainsi qu'il a mis sur pied un certain nombre de directives pour permettre d'éduquer, d'orienter, d'enseigner les fidèles, qu'ils soient des fidèles musulmans ou non musulmans. L'ouvrage de 2862 pages comprend une partie arabe et une partie française. Le diwan est traduit par professeur Rawan Bey, dont la rigueur scientifique est reconnue partout à travers le monde. Et puis la 8e édition du Gorée Diaspora Festival a démarré hier vendredi. L'édition est placée sous le thème Mémoire et résilience. L'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire sont les pays invités d'honneur. La cérémonie d'ouverture officielle a réuni plusieurs délégations d'Afrique et de la diaspora. Les temps forts avec Maïmounassi. Le maire de Gorée, Augustin Senghor, à l'accueil des délégations palestiniennes, sud-africaines et capverdiennes. À leur côté, le ministre sénégalais du Travail, Mansour Sy, venu représenter son collègue de la culture absent du Sénégal pour les besoins du sommet de la francophonie. Un tour au vernissage sur Victor Schœlcher, accueil populaire assuré en premier rang par les femmes et dévoilement des plaques, symboles qui rappellent les parcours en or d'illustres personnalités qui ont marqué la mémoire collective. Le Gorée Diaspora Festival aussi, c'est cela, faire découvrir notre culture, mais proposer la découverte d'autres cultures. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud, avec qui nous partageons beaucoup de choses, et la Côte d'Ivoire aussi, avec qui nous partageons beaucoup de choses, ont accepté d'être les pays d'honneur et sont bien représentés ici. Et je dois dire qu'on le sait, nous tous qui avons grandi ici, on se souvient de la visite mémorable du président Houphouët-Boigny que nous avons tenu à honorer tout à l'heure, mais aussi la visite de Nelson Mandela est restée dans tous les esprits. Autant de célébrités qui ont marqué le monde et surtout leur nation, notamment l'Afrique du Sud, qui est le pays invité d'honneur aux côtés de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement sud-africain, à travers le Conseil national des arts, a envoyé une trentaine des artistes sud-africains de talent qui vont se produire et présenter ces œuvres durant le festival. Je voudrais tout simplement à ce micro, en m'adressant à vous, je vois toute réaction autour de vous, vous exprimer la reconnaissance de mon pays, la Côte d'Ivoire. Car c'est ici à Gorée que le président Félix Houphouët-Boigny, apôtre de la paix, à qui l'UNESCO a dédié le prix Houphouët-Boigny de la recherche de la paix, a fait ses humanités. Le ministre capverdien de la Culture a également fait le déplacement pour partager le message de paix des habitants de Cidade Verde, ville capverdienne jumelée à Gorée. Cette 8e édition du Gorée Diaspora Festival, placée sous le thème Mémoire et résilience, s'inscrit de plus belle dans la diffusion du message d'amour et de paix pour un monde meilleur. Je me réjouis de cette forte mobilisation des acteurs culturels, des artistes, des Goréens et de toute la population de la région de Dakar. Après les discours, place à l'ambiance. D'abord l'Afrique du Sud, ensuite les troupes locales, une manière de souhaiter la bienvenue aux invités. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver un peu plus tard l'équipe du 6S pour le journal de la FIDAC. Très bonne soirée sur la RTS1.
Des Africains, c'est ça la question. Alors si une cour pénale internationale ne juge que des dossiers africains, elle n'est plus internationale. Elle doit être une cour pénale africaine. Alors ça, évidemment, si ça doit s'imposer comme perception, évidemment, elle va perdre le caractère universel. Mais nous devons travailler aussi entre Africains pour préserver la CPI et rassurer certains pays qui pensent peut-être qu'il y a des efforts à faire. Donc il faut maintenir le dialogue entre la CPI et les pays africains. Et au sein de l'Union africaine, moi je plaide pour que nous travaillions ensemble à dissiper les appréhensions et que tous les pays déjà membres puissent rester au sein de la Jusqu'ici, c'est le chef de l'État Macky Sall qui présidait le sommet après la 15e édition qui a eu lieu à Dakar il y a 2 ans. Le président de la République a passé donc le témoin à son homologue malgache qui va assurer la présidence jusqu'au prochain sommet de la francophonie. Lors de la cérémonie, le président malgache a rendu hommage au président Macky Sall dont le leadership a pesé sur la marche de la communauté francophone. Nous retrouvons notre envoyé spécial à Antananarive, Omar Nying. Dans la salle des plénières, un leadership s'exprime avec un président Macky Sall qui consulte, écoute et discute avant le moment tant attendu. C'est avec un très grand plaisir que je transmets maintenant les pouvoirs de la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Sauvegarde de l'environnement. Les avancées notées au COP 21 et 22 ont été saluées. En définitive, son discours résume l'ensemble des préoccupations de l'espace francophone. Au moment de passer le relais, il reçoit une marque de satisfaction à la dimension du travail qu'il a abattu à la présidence du sommet. Je voudrais saluer son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et président du 15e sommet de la francophonie, qui, 2 ans durant, a œuvré avec abnégation et efficacité pour faire avancer les différents programmes autour desquels nous sommes mobilisés. Nous restons à Antananarive. Dans son discours, le président de la République Macky Sall a également évoqué l'état de droit et le rôle de la Cour pénale internationale. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux. Nous sommes pour la justice internationale, la justice pénale internationale. Vous savez, le Sénégal est le premier État au monde qui a ratifié le traité de Rome sur la Cour pénale internationale. Mais la Cour doit faire des efforts elle-même. C'est-à-dire que nous la défendrons, nous la protégerons, mais il faut qu'elle se batte contre la perception qu'elle a une sélectivité dans les dossiers. Je ne dis pas que c'est le cas, qu'elle ne juge qu'au mandat, aux conditions de déploiement et à l'équipement des missions de paix. C'est dans cet esprit que le Sénégal a organisé le 7 novembre dernier, au titre de sa présidence du Conseil de sécurité, un débat sur la thématique des opérations de paix face aux menaces asymétriques, auxquelles 58 participants ont pris part, dont notre secrétaire général. Le 3e forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, les 5 et 6 décembre prochains, abordera aussi cette problématique d'actualité. Mais il y a aussi une autre priorité qui touche la francophonie et l'attrait à la promotion de la démocratie et des droits humains. Avec en toile de fond la Cour pénale internationale. Là-dessus, le président Macky Sall rappelle une position de principe. Notre organisation restera attachée à la préservation de la Cour pénale internationale. En même temps, il est important de rappeler que la justice pénale internationale ne peut véritablement remplir sa vocation universelle, être crédible et emporter l'adhésion de tous que si elle observe dans sa pratique les principes d'objectivité, de non-sélectivité et d'impartialité.
Le chef de l'État n'oublie pas la... Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Ouverture ce samedi du 16e sommet de la francophonie à Antananarive. Le président Macky Sall y a pris part. Dans son discours, il a évoqué les défis sécuritaires et environnementaux qui interpellent la communauté francophone. Ces dernières semaines, l'actualité a été fortement secouée par des meurtres en série au Sénégal, ce qui a suscité l'indignation générale. Quelle explication à ce phénomène? La réflexion est posée dans le dossier du jour. Dans l'actualité également, le décès de Fidel Castro, le père de la révolution cubaine, s'est éteint à la Havane à l'âge de 90 ans. Des réactions sur son legs dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Tout de suite, direction Antananarive où le chef de l'État, Macky Sall, a pris part ce samedi à l'ouverture du 16e sommet de la francophonie. Dans son allocution, le président Macky Sall a mis l'accent sur les défis auxquels la communauté francophone devrait faire face. Il s'agit notamment de la question sécuritaire, la promotion de la démocratie et des droits humains ou encore la protection de l'environnement. Envoyé spécial Oumar Nying. Après le rendez-vous manqué de 2010, Madagascar tient enfin son sommet. Dans cette mobilisation de la communauté francophone, le Sénégal vient avec le témoin. Il y a 2 ans, se tenait à Dakar le 15e sommet de la francophonie sous le thème « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». La Grande Île nous reçoit aujourd'hui et nous propose de disserter sur la croissance partagée et le développement responsable comme condition de la stabilité du monde et de l'espace francophone. La déclaration d'Antananarive, en installant le concept de croissance partagée, promeut un nouveau mode de développement et un nouvel équilibre des relations économiques. Seulement dans l'espace francophone, il y a d'autres défis. Notre organisation, nous devons lui donner, et Macky Sall y est revenu, une dimension économique, technologique. C'est vrai, le chef de l'État, président en exercice du sommet, a mis le doigt sur des défis au premier rang desquels le développement. Au sommet de Dakar, nous avons adopté une stratégie économique de la francophonie, visant à faire de l'espace francophone un cadre plus dynamique d'échange, d'investissement et de coopération et de solidarité. La paix et la sécurité constituent un autre enjeu tout aussi sérieux qui doit mobiliser le groupe des pays francophones. Le groupe francophone devrait donc mieux se faire entendre sur les discussions relatives